Moi, c'est la bonne. Salut tout le monde, bienvenue à cet épisode numéro 3 du podcast de Hockey sur demande. Encore une fois cette semaine, je suis accompagné de mon bon ami Stéphane Grenier d'Entre Chum. Salut Stéphane. Salut Max, comment ça va? Ça va bien toi? Ça va super bien, merci. Là, on attaque l'Est aujourd'hui et on commence ça avec la division Atlantique. Ensuite, on va terminer le podcast évidemment avec notre fameux segment sur réception. Et cette fois-ci, c'est moi qui vais te poser 4 belles petites questions. Bien hâte de voir tes réponses par rapport à ces questions-là. Mais ça, on va se garder ça pour la fin. Allons-y avec notre classement pour la division Atlantique. Avant tout, encore une fois, je vais te poser la même question. Comment ça a été de ton côté pour faire le classement? Écoute, on en parlait un petit peu hors podcast tantôt, puis ironiquement, ça a été probablement le plus facile des trois. Comme je t'ai dit tantôt, j'ai juste classé en premier à la place. J'ai fait mon classement d'1 à 8, puis pour ça, j'ai commencé à parler de qu'est-ce que je voulais parler par équipe. Mais étrangement, ça a été quand même fluide, plus que je pensais. De mon côté aussi, ça n'a pas été très, très compliqué. Je pense que juste peut-être 2 équipes là, que j'ai hésité un petit peu, mais sinon, pour le reste, là, je suis quand même assez confiant là, pour le classement. Il faut dire que c'est un peu ironique parce qu'en même temps, c'est peut-être une des divisions où il y a un petit peu plus de parité, mais on dirait que, comme tu dis, tu regardes ça, tu défiles les équipes, il me semble que chaque équipe, où ce qu'on les voit, c'est trop fluide. C'est trop logique que telle va finir première, telle deuxième, troisième, etc. On dirait que, oui, il y a de la parité, mais je sais pas, on dirait que je vois déjà où ce que ces équipes-là vont se terminer de façon plus facile que dans les 2 autres classements qu'on a fait, où que là, c'était vraiment, là, il y aurait pas avoir 6 équipes là, pour la même position, mais on dirait que dans l'Atlantique, là, tout va à la bonne place et j'ai l'impression que notre classement va pas mal se ressembler plus là, que ce qu'on a eu dans les dernières semaines. Oui, probablement. Puis il y a peut-être aussi l'effet Est aussi, là, qu'on est plus habitué de voir ces équipes-là. Effectivement. Mais je vais dire, on connaît un petit peu plus, c'est des grosses équipes, c'est une grosse division qu'on suit beaucoup ici, fait que c'est sûr que c'était un petit peu plus simple, je pense. Fait que sans plus tarder, je vais te laisser aller avec ton équipe numéro 8. Je pense qu'il n'y aura pas de débat pour commencer ça. Sinon, il y a une méchante surprise quelque part, mais je te laisse y aller avec probablement les Sabres de Buffalo. Oui, exactement. Puis écoute, tu sais, je pense pas qu'on surprend personne avec ce classement-là. Par contre, ce qui est drôle, en faisant le classement, quand j'ai regardé cette équipe-là, je l'ai fait dans les dernières. J'ai commencé un peu bric-à-brac, puis j'ai commencé par n'importe quelle équipe juste pour voir si mon classement serait bon. T'sais, étonnamment, sur papier, il n'y a pas des mauvais joueurs dans cette équipe-là. Là. Il n'y a vraiment pas. On dirait que c'est juste une chimie qui ne marche juste pas. Ils ont un joueur étoile avec Jack Eichel. Ils ont quand même des bons joueurs avec Cody Eakins, Dylan Cozen, Rasmus Asplund, Zygmunt Gegerson qui ne fait rien depuis toutes les années, mais c'est un nom qui a été repêché quand même haut. On a Kalok Posso qui a un salaire beaucoup trop élevé. Puis on a le contrat de Jeff Skinner qui ne fait aucun sens. Fait que, dans le fond, il y a quand même la relève qui s'en vient à cette équipe-là, mais on dirait qu'il n'y en a rien qui colle. Il n'y a absolument rien qui colle. On se rappellera toujours de Dallin qui a été repêché le premier en 2018. On a toujours pensé qu'il sauverait cette concession-là. Et il se fait brûler lui-même par son propre bout. Là. Il n'y a rien qui fonctionne. Il fait froid, là. Il fait froid à Buffalo pour Rasmus Dallin. Le moins 36 l'année passée, là. C'est froid, c'est très, très froid. Fait que, cette année, on apporte quoi? Will Butcher, Vinny Nostroza, Craig Anderson, Robert Eng, on perd Rasmus Ristolainen, on perd Sam Reinhart qui n'a jamais marché avec cette équipe-là, puis pourtant c'est un des très bons joueurs de la Ligue nationale, un des bons jeunes joueurs qui s'en vient. On perd Ullmark aussi, puis on perd Jack McCabe. On n'a rien remplacé pour rien, puis en plus, notre goaler numéro 1 va être Craig Anderson, un gardien de 38 ans qui est rendu, je pense, à la croisée des chemins. Je ne sais pas que c'est un mauvais goaler, mais là, on a Craig Anderson comme premier gardien, Dustin Tokarski, Anton Dell. C'est lui qui a joué le plus de games avec 33 en une saison. Puis il reste Ukko-Pekka Luukkonen, qui est probablement le 2e gardien qui va être là cette année. Mais c'est pas des gardiens qui sont connus. Fait que moi, je ne vois pas Buffalo gagner plus que 30-35 parties cette année. Puis encore là, je pense qu'on va tout passer la même affaire, mais je pense que ça va vraiment être l'équipe qui va aller tanker, entre guillemets, pour aller chercher le fameux Shane Wright comme choix de premier rang l'année prochaine. Mais je ne vois pas grand-chose des Sabres cette année. Ben, du côté des Sabres, honnêtement, comme tu auras deviné, moi aussi, je les ai placés 8e. C'est pas compliqué. Buffalo, c'est un cimetière à espoir. Dans le sens qu'on a tellement brûlé des prospects là. On a Middlestad commence à faire quelque chose, mais ça a été long.
Reinhardt, Ouais. par exemple, il a eu quelques bonnes saisons. Il y a eu une saison de 65 points il y a 2 ans. Cette année, Ouais. 40 en 54, c'était pas si mauvais que ça. L'autre d'avant, 50 en 69. Mais je sais pas, on dirait que du côté des Sabres, on a jugé qu'il y avait besoin d'un changement d'air. Moi, je pense que c'est un joueur que j'aurais peut-être gardé, mais c'est peut-être lui aussi qui voulait quitter, là, sachant que justement, il ne se passe rien depuis des années du côté de Buffalo. Ouais. Ensuite, tu as parlé de Rasmus Dahlin. Lui aussi, il est en train là, de se Ah, brûler mon Dieu. là. Si on ajoute les Alex Nylander, qu'on s'est débarrassé pour aller chercher un défenseur, Henry Yuki Ariu. Mais tu sais, Ouais. encore là, c'est pas le gros char non plus. Et non, du côté des Sabres, on a de la misère à développer. Ça, il y a clairement un problème à ce niveau-là. Et bon, tu as glissé un mot devant le filet. Ukko-Pekka Lekonen, c'est probablement être le gardien d'avenir de cette équipe-là, mais est-ce qu'il est Oh, oui. prêt? Pas encore, Non. selon moi. Et là, présentement, on a un duo de gardiens de but assez douteux là, du côté de Buffalo. Donc, non, honnêtement, puis en plus, on a perdu quand même des gros morceaux aussi. On a parlé de Lineman. Reinhardt, mais tu sais, Ristolainen, même si c'était pas le défenseur le plus fiable défensivement, c'est un défenseur capable de mettre des points sur le tableau, capable d'être Oh, robuste oui. aussi. Hallmark, il y a quand même eu des statistiques relativement intéressantes pour un gardien qui goalait à Buffalo. Fait que, tu sais, Ouais. c'est quand même Effectivement. une bonne perte là, du côté des Sabres. Donc, puis tu sais, même si on ajoute les Butchers, qu'il y a eu une grosse année du côté du New Jersey, puis par la suite, ça a fait Juste ça. pouette là, dans les autres C'est ça. années. Craig Anderson, ben, c'est un gardien en fin de carrière. Robert Hack, c'est un jeune défenseur, mais c'est pas un calibre Norris non plus. Fait que, Mhm. puis tu sais, il y a la fameuse saga aussi Jack Eichel, qu'on ne sait pas comment ça va se terminer. Ça va Eh. être une distraction tout au long de l'année s'il n'est pas échangé le plus rapidement possible. Fait que, non, honnêtement, là, je ne vois pas une belle année du côté des Sabres. Comme tu as mentionné, ça va ressembler à une équipe. Ben, pas ça va ressembler, ça va être une équipe qui va être dans le C'est derby clair. pour Shane Wright, C'est sûr, certain. assurément. Donc, encore une fois, ça va être une C'est saison dommage, difficile du hein, côté parce de que Buffalo. je regardais l'avenir. Il y a Jack Quinn qui va être là aussi, qui a été repêché. Victor Olofsson, qui a vraiment bien fait l'année passée, probablement le seul joueur qui m'a surpris dans cette équipe-là l'année passée. Mais comme tu dis, ça, sans odeur, sans couleur, sans identité. Puis tu sais, on est rendu à un tel point de se demander si Jack Eichel n'est pas le problème. C'est grave quand tu regardes ça, parce que c'est quand même un excellent joueur. C'est le C'est un gars qui met capitaine. des points, puis c'est le capitaine de l'équipe. Je dis, peu importe qui qu'on a mis autour de lui dans les 3-4 dernières années, il n'y a rien qui fonctionne. Absolument rien. Donc, tu sais, pour un joueur qui veut gagner probablement un 9-10 millions par année comme Jack Eichel, est-ce que vraiment une équipe va aller te donner ce salaire-là quand c'est même pas si ce joueur-là peut donner à une concession un joueur étoile? Ça va être difficile, mais comme tu dis, c'est un cimetière à joueurs. C'est pire que le Canadien. Tu sais, on en a parlé longtemps du Canadien, puis on va en reparler plus tard, mais tu sais, on a eu de la misère avec nos choix de première ronde, deuxième ronde avec le Canadien au cours des 10 dernières années, mais c'est non comparable à ce que les Sabres font. Là, c'est incroyable. Surtout qu'en plus, les Sabres, non seulement c'est des choix de première ronde, mais c'est des choix top 10 aussi. Là. On a eu Ouais, Menostal, c'était top 10. Dallin, c'est plus que top 10. C'est numéro 1 overall. Sinon, on a eu Alex Nylander, ça a été un choix top 10 aussi. C'est des espoirs de haut niveau. Au niveau du Canadien, on peut dire ouais, ben, Beaulieu, c'est un choix de milieu première ronde. Tenordi, c'est un choix de fin première ronde. Fait que, c'est ouais. moi des espoirs d'impact. C'est oui, il y a Galchenyuk que ça n'a pas fonctionné, puis le cas de Kanyemi, ça n'a pas fonctionné non plus. Mais au moins, le Canadien, c'était des choix de première ronde, plus vers la fin, milieu de première ronde. Les Sabres, c'est des choix de haut niveau. Là. C'est même pas Ah, c'est des top des. 10. Exactement. Fait que, c'est encore plus pire là, du côté des Sabres Ah, là, à ouais. ce niveau-là. Mais bref, on va espérer que si Shane Wright se ramasse là, ça va être vraiment le sauveur de cette équipe-là parce que s'il Je pense fallait qu'il que y en lui a un aussi ça besoin floppe, d'un. je pense qu'il va falloir se poser des grosses questions du côté de Buffalo. Là. Mais c'est quand même fou quand tu regardes ça. Tu sais, on a eu Edmonton aussi, qu'on a eu de la misère au cours des coupes dernières années. Tu sais, avant d'avoir les fameux McDavid puis Drysdale, on a eu quand même de la misère avec les choix de première ronde qui étaient dans le top 10. Mais jamais autant que ça. Là. Tu sais, je veux dire, c'est surprenant comment que les Sabres n'ont pas de. Il n'y a comme pas d'âme dans cette équipe-là. Tu sais, c'est bizarre. On dit qu'on a été à chercher des joueurs juste pour chercher des joueurs. On fait juste jouer des joueurs pour juste jouer des joueurs. Il n'y a comme pas de cohésion. En tout cas, c'est bizarre. Non, effectivement, mais bon, on va souhaiter pour eux que les années à venir vont être meilleures parce Ouais. que, disons que dans les dernières années, ça fait assez petit. Je pense qu'on quoi, Ah rendu ouais. à 10 saisons en ligne qui ont pas fait les séries, de quoi de Ah, je même. pense que c'est plus que ça même, mais C'est je crois peut-être même que. plus que ça. Ouais, là, je Ah vais ouais. vraiment au top là, euh, sur le moment comme ça. Là, je n'ai pas fait de recherche par rapport à ça, mais je sais qu'ils sont sur une longue streak là, d'équipes, là, pas d'équipes, mais de saisons qui Ah n'ont pas ouais. réussi à faire les séries, malheureusement. Là. Sinon, en attendant, je pense que tu es en train de chercher en ce moment. Fait que je vais y aller avec mon Ah, vas-y. septième club tout de suite.
J'ai mis les Sénateurs d'Ottawa 7e. Je sais Ah que ça peut ouais. peut-être surprendre certaines personnes parce que oui, l'année passée, on a donné quand même beaucoup de fil à retordre à des équipes. Puis, tu sais, c'est une équipe jeune qui va progresser. Par contre, moi, j'ai mis un bémol sur les performances de l'an dernier parce que c'était la division canadienne. Là, je pense que lorsqu'ils vont jouer contre des meilleures équipes comme Tampa Bay, Floride ou des équipes dans la métropolitaine là, comme les deux équipes de New York, les Capitals et tout ça, ça va peut-être un petit peu plus difficile pour eux. Et la raison pour laquelle je les ai placés septième, je vais en parler un petit peu plus tard, avec une autre équipe que j'ai jugé que j'ai mieux aimé leur off-season que celui-là des Sénateurs d'Ottawa parce que les Sens, ils n'ont pas fait tant grand-chose là, cet été. On parle des additions de Nick Holden, qui va être une petite profondeur en défensive, Del Zotto aussi. Mais on a quand même perdu quand même quelques attaquants à l'attaque en Dadonov, Stepan et Dezengold. Ce n'étaient pas des Ouais. attaquants qui avaient un impact si gros que ça, mais c'était quand même de la profondeur. Et là, visiblement, on veut compter vraiment sur les jeunes là, pour la prochaine saison, là, que ce soit les Norris, que ce soit les Batterson, sinon Pinto qui va faire son entrée également là, à temps plein avec l'équipe. Ouais. Mais je trouve que c'est quand même un bon gamble du côté des Sénateurs. Puis je trouve que devant le filet, Matt Murray, c'est pas un gardien que j'ai hyper confiance en lui. Puis le poste de deuxième gardien, c'est pas clair non plus. Là, ça va être qui? Donc, à cause de ces points d'interrogation-là, je pense que les Sens vont être une équipe le fun à avoir râlé, mais qu'en bout de ligne, ils vont peut-être perdre plus de matchs qu'ils vont leur remporter. Ils vont peut-être perdre des matchs 5-4, 4-3 dans des matchs vraiment le fun à avoir râlé, mais je pense pas qu'ils vont avoir le plus gros bout du bâton dans la majorité de ces matchs-là. Mais ça va être une équipe là, à surveiller surtout. Puis il y a aussi le contrat de Ketchuk que s'il peut signer C'est éventuellement. vraiment Parce ça, je pense, que la bémol avec cette équipe-là. oui, effectivement. Mais d'après moi, ils devraient être capables là, de starter l'année avec les Sens. C'est leur Ouais, il plus faut. gros morceau. Donc, je ne vois pas les Sens ne pas donner un contrat à Ketchuk pour débuter la saison. Mais encore une fois, je pense que c'est une équipe qui va progresser avec les jeunes, qui vont gagner en Ouais. maturité. Mais en raison du fait qu'on retrouve les bonnes vieilles divisions, je pense que ça ne va pas vraiment leur servir là, pour les Sénateurs. Non, t'as raison, t'as raison. Puis écoute, c'est légitime dans ce que tu parles. Moi, je les ai mis un petit peu plus haut. En septième position, j'ai mis mon équipe. Tout le monde sait que je suis un fan des Red Wings. Pourquoi? Parce que je pense juste que cette année, on va faire vraiment essayer les jeunes. Moi, ça fait longtemps que je les suis. Là. C'est depuis que j'ai l'âge de 4 ans, donc ça fait 31 ans que c'est mon équipe. Là. Je ne suis pas un fan du Canadien ni du Nordique. Je suis un fan des Red Wings depuis très longtemps. Moi, je décortique toujours cette équipe-là en gros et en large. C'est normal parce que c'est l'équipe que je préfère. On a ajouté du bon talent. On a acheté Nick Leddy comme défenseur qui est une super belle addition. On a signé aussi Simon Edvinson. On a signé le gardien Nedeljkovic aussi qui va vraiment être bien aussi à la place de Jonathan Bernier qui avait l'année passée. On a cherché aussi Pius Suter. Donc, tous des noms qui sont durs à prononcer, comme les Red Wings le font toujours. Aucun nom québécois facile comme Côté ou Tremblay. Non, non, très rare, très, très rare. Par contre, on perd deux vétérans. On perd quand même Luke Glendening et Darren Helm, qui ont été quand même de fiers services au cours des 7-8 dernières années. Et je pense que le mot reconstruction chez les Red Wings s'en va tranquillement pas vite. Là. Steve Yzerman continue de construire à son image, continue de construire un peu à l'image du Lightning, 7-8 ans. Il ne faut pas oublier que l'équipe présentement de Tampa Bay est un petit peu à l'image de ce que Yzerman a fait là 6-7 ans avant que Julien Brisebois arrive. Donc, on a été chercher beaucoup de choix dans le top 10 au cours des 3-4 dernières années. Moritz Seider, 6e au total en 19. Lucas Raymond, le 4e en 2020. Simona Dvedson, le 6e en 2021. Donc, ils vont se faire partie de l'alignement cette année. Probablement pas que Ed Vinson sera dans l'alignement. Lucas Raymond, on pourrait probablement le voir. Seider probablement aussi cette année, mais je pense que l'avenir est dans 2 ou 3 ans pour les Red Wings. Moi, je pense que cette équipe-là va être compétitive dans 2-3 ans. Parce que là, on est encore un petit peu green. Là. On a des bons vétérans qui s'en viennent, des bons jeunes comme Dylan Larkin, on a Tyler Bertuzzi aussi qui est là, mais on n'a pas de gros canons offensifs. On n'a pas d'équipe offensive vraiment pour marquer un 70-80 points par année. Je pense pas qu'on en a encore. Moi, je pense qu'il y en a peut-être ouais, deux. Il y en a peut-être deux ouais. qui. Vas-y donc. Ben, je vais te laisser finir ton analyse sur les Wings OK. avant. Parce que, tu sais, ils ont pas. En tout cas, on en parlait tantôt, là. C'est sûr qu'on a Sam Gagné, on a Fabry, on a Ernie, on a quand même des joueurs d'expérience. Il y a Vrana aussi qui est là. Puis il y a Zadina aussi qu'on a vu souvent, là, qui est un joueur qui devrait faire, moi, je pense, peut-être un 50-55 points cette année. Mais tu sais, moi, je pense que tout est à refaire, tout est en train de se moduler un petit peu. Puis avec Nick Leddy qui s'en vient vraiment, l'ancien des Islanders, c'est Blackos comme vraiment défenseur numéro 1, on n'aura plus juste de la jeunesse. On va avoir vraiment un bon joueur avec Mark Stahl pour faire le premier duo, moi, je pense. Puis on a aussi des Kaiser qui va venir compléter le top 4.
On a été chercher Gustav Lindstrom aussi, qui devrait avoir plus de temps de glace. Il a seulement 22 ans, par contre, mais c'est une bonne acquisition qu'on fait aussi de ce côté-là. Donc, tu sais, là, ce qu'il faut enlever un petit peu à Détroit, c'est les négatifs. T'sais, on a Philippe Hronek aussi, qui est très, très bon. Beaucoup de points l'année passée. Mais là, moins 18 en 2020, moins 38 en 2019, moins 10 en 2018. Il faut vraiment essayer que le top 6 soit plus fort. Puis dans les buts, moi, je pense que Nedeljkovic, c'est la meilleure affaire pour arriver. Il a connu une excellente saison avec les Hurricanes l'année passée. C'est sûr que c'était les Hurricanes, qui a plusieurs voix favoris cette année. Mais quand même 15-5-3 en 23 départs, de 1981 pour 90, puis un pourcentage d'arrêt de 9,32, ce qui n'est pas à négliger. Là. On s'entend que c'est pas Bernier, c'est pas les anciens gardiens qui ont passé là depuis les 5-6 dernières années. Donc, moi, je pense qu'on va avoir un bon duo en plus avec Détroit, mais on est encore, comme je te dis, offensivement, je pense qu'on n'est pas rendu à aller chercher des équipes comme le Canadien, comme Ottawa, comme probablement aussi Boston qui va faire dans le top 5, top 6. Excellent. Mon numéro 7, c'est les Red Wings que j'ai mis devant les Sénateurs pour la simple et unique raison que justement, je disais que j'aimais mieux le off-season que qu'est-ce que les Sens ont fait. Ouais. Moi, je pense que l'ajout de Nedeljkovic via les transactions, c'est une très belle acquisition. Je pense qu'on a un bon duo de gardiens avec Greiss. Là, on a une chance de gagner à chaque match avec ces deux gardiens-là. Nick Leddy, de l'expérience aussi qui va s'amener avec, comme tu as dit, les Stetcher, les Ronek, les De Kaiser et Stars. Ce ne sera pas une mauvaise défensive. Là, je pense qu'avec deux bons gardiens devant le filet plus eux, ça va peut-être améliorer un petit peu la défensive. Et à l'attaque, Pius Suter a connu du succès avec les Hawks. Est-ce qu'il va être capable de répéter ça avec les Red Wings? On s'entend que jouer avec Kane, ça peut aider aussi. Là. Mais il y a quand même du bon talent du côté des Wings. Puis Simon Edvinsson, je pense que c'est leur choix de première ronde du dernier draft. Est-ce qu'il va jouer cette année? Pas sûr. Mais en même temps, on a deux choix de première ronde qui vont peut-être s'emmener du côté de Détroit. En Lucas Raymond et Moritz Seider. Seider qui a été élu défenseur de l'année dans la SHL, là, qui est la Ligue suédoise l'an passé. Donc, ça va être un bel ajout aussi du côté des Wings si on le fait starter du côté de Détroit. Mais moi, honnêtement, tu disais tantôt qu'il n'y avait pas vraiment de gros canons, mais Jakub Vrana, il a 1 point par match depuis qu'il est avec Détroit. Moi, je pense que c'est la meilleure chose qui pouvait lui arriver, c'est cette transaction-là. Parce que lorsqu'il jouait du côté de Washington, il était derrière les gros canons comme Ovechkin, comme Backstrom, Wilson, Kuznetsov et j'en pense. Donc, je pense que ce changement d'air-là va y faire du bien parce que là, maintenant, Vrana, ça va être un des éléments importants du côté des Wings. Puis je pense que jumelé avec un gars comme Dylan Larkin, ça peut vraiment faire des dégâts. Puis je les vois vraiment faire une bonne saison. Peut-être pas 85-90 points, mais je pense que c'est des joueurs qui sont capables de pogner de 70 s'ils réussissent à marquer de façon régulière. C'est sûr que il y a des bons gardiens aussi dans l'Atlantique, ce ne sera pas facile. La métropolitaine non plus. Il y a peut-être ça qui va peut-être les freiner un petit peu. Mais je pense que c'est des deux joueurs là, qui peuvent réussir à avoir du succès cette année. Moi, il y a juste deux questions que je me pose. Puis on parlait tantôt de choix de première ronde qui ne marchait pas du côté des Sabres, mais du côté des Red Wings, on a un en Michael Rasmussen qu'on attend toujours son éclosion. Philippe Zadina, ça a été assez timide depuis le début de sa carrière. C'est sûr que il est encore jeune. Là. Il y a quoi, 21-22 ans là, du côté de Zadina. Mais je pense que c'est des gars qui doivent prendre un step cette année pour justement permettre là, aux Red Wings de prendre une coche. Mais tu sais, c'est pour ça que je ne les vois pas plus haut que le 7e rang. J'ai hésité un petit peu entre eux et les Sénateurs, mais je pense que les Wings sont mieux entourés de vétérans que les Sénateurs peuvent l'être. Ça peut faire une différence de ce côté-là. Donc, c'est la raison pour laquelle je les ai placés devant. Mais évidemment, ce n'est pas une équipe que je vois encore en série. Mais c'est une équipe qui est définitivement sur la bonne voie. Ça, il n'y a aucun doute. Là. Oui, puis tu sais, en finissant avec les Red Wings, ça t'a placé 6e. Il ne faut pas oublier l'année prochaine, dans les 4 premières rondes, ils ont 7 choix aussi. Là. Donc, 2 en 2e, 3 en 4e, 1 en première, puis 1 en 3e. Donc, vraiment, on a magasiné. Puis je pense que tranquillement, comme tu dis, on continue à mettre de la viande sur l'os un petit peu. Mais je suis d'accord avec les points que tu as nommés là. Je pense que la profondeur est peut-être un petit peu meilleure chez Détroit qu'Ottawa. Fait que je suis d'accord avec tes points. Sinon, si on y va au numéro... toi, 6, l'avais-tu... J'ai mis Ottawa. T'as mis Ottawa? J'ai mis Ottawa. Ouais, j'ai mis Ottawa parce que l'année passée, ils m'ont vraiment surpris, je pense, puis ils ont surpris un petit peu plus de monde qu'on pensait. Je pense que la combativité de cette équipe-là a été vraiment le point numéro 1. Puis moi, j'ai été très, très surpris. J'ai découvert les Batterson, les Brown, les Norris, ces studios-là, les Pinto. Que, tu sais, comme je suis pas comme... Tu sais, là, je suis pas le gars qui regarde le plus la Ligue américaine, le junior puis les espoirs, mais j'ai vraiment été surpris avec l'équipe jeune de cette équipe-là. Je me suis dit, cette année, on rajoute un Nick Holden, un Michael Del Zotto puis un Tyler Boucher. Puis je me disais, ça va probablement donner peut-être un petit peu plus de... Je pense pas que Tyler Boucher va jouer, par exemple, cette année. Là, c'est leur choix de première ronde du dernier draft. Puis honnêtement, il y a plusieurs personnes qui ont été surpris de ce choix-là parce qu'il était vraiment pas classé dans les espoirs top 10. Fait que j'ai hâte de voir
Si ça va être un coup fumant du côté des Sens aussi, ils vont s'être plantés royalement. Ouais, c'est ça. Mais ça, d'après moi, on va le savoir juste dans quelques années, parce que je pense pas qu'il est prêt pour la NHL là, cette année. OK. Fait que, tu sais, dans le fond, la seule bémol avec Ottawa, c'est Matt Murray. Est-ce que Matt Murray va être capable de goaler 50 games cette année et 50 bonnes parties? Aucune idée. Moi, je pense que la chose qui fait que cette équipe-là peut passer les Détroit et Buffalo, ça va être c'est la seule solution du gardien de but. Puis là, on regarde les autres équipes présentement, puis comme je disais, Détroit s'est amélioré au niveau des gardiens. Fait que plus qu'Ottawa, là. On va dire comme toi, leur entrée de saison n'a pas été fort. Excellent. Donc, je vais te laisser aller avec ton numéro 5, vu que j'ai parlé longtemps des Red Wings. Je vais te laisser un petit peu la parole. Vas-y avec ton numéro 5. Correct. Écoute, moi, j'ai mis Montréal. Sont hors des séries parce que j'ai beaucoup de misère à enlever les 4 autres équipes de là. Puis probablement, j'aimerais beaucoup que Montréal me fasse mentir. Évidemment, tout le monde veut que Montréal fasse les séries. C'est sûr que l'équipe qui ont... mais on en a parlé grandement dans les premiers podcasts. C'est Philippe Danault, pour moi, oui, je trouvais que c'était un apport très important du Canadien, mais je pense qu'on était capable de le remplacer avec peut-être 1 ou 2 joueurs. Mais par contre, là, on se rend compte que malgré les joueurs qu'on a ajoutés avec David Savard, Mike Hoffman, Mathieu Perreault, Cédric Paquette, on est allé chercher Dvorak aussi il n'y a pas très longtemps. Donc, c'est des joueurs qui vont produire offensivement, ça c'est sûr. C'est des joueurs qui vont venir stabiliser le Canadien. On a un gars comme Mathieu Perreault qui va probablement faire son lot de buts, là, faire son lot de choses à chaque game. C'est un gars qui va jouer, si tout va bien, 70 games par saison. C'est pas arrivé très souvent, je te dirais, mais les deux des 3 dernières saisons, il a joué les matchs complets. Donc, 82 matchs joués en 2019. Et l'année passée, 56 rencontres. Donc, on va espérer qu'il va rester vraiment en santé. Au niveau de Paquette, mais c'est pas le gars qui va donner 15 buts par saison, mais c'est un gars qui va manger les bandes. Fait que je pense qu'on est allé chercher probablement un remplaçant de. Peut-être pas d'un Corey Perry parce qu'il fera peut-être pas la même sorte de travail, mais un gars qui va travailler fort dans les coins. On échange John Merrill pour David Savard. Bon, c'est sûr qu'on a chez Weber qui va être blessé tout le long de la saison, mais je pense qu'on a cherché un défenseur qui a gagné la Coupe Stanley l'année passée, qui est très solide défensivement, puis c'est un Québécois en plus. Puis Thomas Tatar, on remplace ça par Mike Hoffman, peut-être. Si on peut comparer pomme-pomme, orange-orange. Je pense juste que Mike Hoffman, s'il ne fait pas de frasque en dehors de la patinoire dans la chambre, va être probablement le meilleur ajout. On parle de quand même 189 buts en 545 rencontres, moyenne de 25 buts par saison. Avec les Panthers, on a fait 36 en 2018-2019. Donc, probablement que le Canadien, cette année, a 5 joueurs qui peuvent carrer peut-être 6 joueurs, 25 buts. Vont-ils le faire? On ne le sait pas. Mais j'avais beaucoup de misère à enlever soit Boston, soit Tampa Bay. Top 4, là, je te dirais, là, soit Toronto ou Floride. Donc, c'est pour ça que les Canadiens sont 5e de mon côté. Ben, moi, j'ai osé, Stéphane. T'as bien fait. J'ai mis Boston 5e. T'as bien fait. Parce que Boston, puis je sais que je vais me planter probablement avec cette prédiction-là parce que ça fait 3 ans qu'on cale la chute des Bruins, mais à chaque fois, ils trouvent un moyen de se hisser dans le top 3. Mais quand je regarde cette équipe-là sur papier, je ne suis pas capable de dire que les Bruins sont meilleurs que le Canadien. Oui, ils ont un gros premier trio, mais quand ton centre de deuxième trio, c'est Charlie Coyle, puis que l'an dernier, il y a eu 16 points en 51 matchs, là, c'est ton deuxième centre, ça. Là. J'ai pas mal de misère avec ça. Puis la perte de Krejci va faire énormément mal aux Bruins parce que l'an passé, il y avait une belle chimie entre lui et Taylor Hall. Puis je suis pas mal sûr que c'est une des raisons pour lesquelles Hall voulait rester à Boston. Puis là, lui, il lève les feuilles pour la République tchèque. Fait que j'ai hâte de voir comment ça va aller du côté des Bruins. Tu sais, je pense qu'on va marquer les buts. Oui, on a Marchand, Bergeron et évidemment Pasternak. Mais après ça, qui va scorer des goals? Oui, il y a Taylor Hall, mais après ça, là, Jake DeBrusk qui est décevant de plus en plus les dernières années. Craig Smith, bof. Nick Foligno ne va rien changer de plus à l'attaque. Sinon, oui, on a peut-être un Jack Stonyka qui peut peut-être pousser du côté des Bruins, mais encore là, tu ne peux pas dire que tu mets sur une équipe, tu vas miser sur les performances d'une équipe selon ce que les jeunes vont faire parce que c'est de la pression pas mal pour les jeunes inutilement, puis c'est trop, tu flippes trop un 30 sous pour ce genre d'impondérable-là. Donc, moi, je trouve que du côté des Bruins, on n'est vraiment pas bien bâti présentement. En défensive, c'est la même chose. Tu sais, on a, oui, McAvoy qui est excellent, Carlo qui n'est pas si peu, mais après ça, Mike Riley a signé une bonne entente, mais j'ai l'impression qu'à un moment donné, la réalité va le frapper en pleine face, puis ça va peut-être être un contrat qui va mal vieillir, même si ce n'est pas un contrat monstrueux. Mais je pense que du côté des Bruins, on va peut-être voir le vrai visage de Mike Riley. Clifton, c'est correct. Forward, c'est correct. Grizzly aussi. Devant le filet, je pense que Linus Ullmark, par exemple, c'est un bel ajout parce que du côté des Sabres, il faisait déjà bien, comme j'ai mentionné tantôt. Lui, avec une équipe comme les Bruins qui est moins pire, qui est mieux dirigée. Donc, je
pense qu'il peut faire une belle différence. Mais quand je regarde, est-ce que le Canadien a une meilleure attaque que les Bruins en termes de profondeur? Absolument. Est-ce que le Canadien a une meilleure défensive que les Bruins en termes de profondeur? Absolument aussi. Est-ce que Price est supérieur à Hallmark? Oui. Fait que, tu sais, comment tu peux mettre les Bruins en avant sur papier, mais je le sais que c'est sur la glace que ça joue, que les Bruins vont sûrement trouver un moyen de se hisser dans le top 3. Mais quand j'analyse ces deux formations-là, je ne suis pas capable de mettre Montréal derrière les Bruins. Donc, c'est la raison pour laquelle je les ai mis 5e. Mais je mets un gros astérix là-dessus parce que je sais très bien qu'ils vont finir top 3 pareil. Écoute, ça va être une bonne confrontation parce que je pense que c'est ces deux équipes-là qui vont se battre pour la dernière place dans les séries là, du côté de l'Atlantique. Là. Si ce n'est pas 5 équipes qui seront dans la division métropolitaine, mais pour les mêmes raisons que tu as évoquées, pour Boston et Boston depuis toujours, moi je pense que Ola va faire une différence. C'est un gars qui a quand même fait des points il y a 2-3 ans. Je pense qu'il n'y avait juste pas la bonne chaise avec les anciennes équipes qu'il a faites. Nick Foligno, c'est un joueur que j'ai aimé voir jouer. Vraiment, c'est un gars qui est robuste, capable de dropper les gants. Je pense juste qu'à Toronto, l'année passée, ça ne fonctionnait juste pas. Donc, on va retrouver vraiment un deuxième trio, un troisième trio peut-être. Mais tu as le don d'évoquer des bons points. Mais selon moi, les Bruins, depuis 10-12 ans, ont toujours trouvé le moyen de gagner en saison régulière. Arrivent en série souvent, puis là, les blessures leur font mal. C'est là que les Bergerons, qui sont rendus un petit peu plus vieux, commencent à avoir plus de misère. Mais je suis d'accord avec ce que tu dis. Mais tu sais, c'est comme je te dis. C'est mitigé. On ne sait jamais quoi se passer. Les Bruins vont probablement finir en avant du Canadien, mais quand je regarde les formations sur papier, je peux pas arriver avec une théorie comme quoi que les Bruins sont meilleurs sur papier que le Canadien. Non, puis on l'espère que le Canadien passe Boston parce que le déclin de Boston s'en vient. Puis moi, je pense que ça va être avec le départ où le mec Bergeron tombe avec beaucoup trop de blessures ou que ces choses-là. Mais aussitôt que le premier trio va être démantelé pour X raisons, c'est là que ça va tomber parce que c'est ce trio-là qui transporte l'équipe carrément. Tu sais, oui, l'an passé, Taylor Hall a connu du succès, mais quand on regarde les autres joueurs, il n'y a pas beaucoup de profondeur au niveau de joueurs qui est capable de mettre des points sur le tableau. Il n'y en a pas tant que ça. Si le premier trio ne fonctionne pas un soir, c'est très difficile pour les Bruins de remporter des matchs. Mais heureusement pour eux, ils fonctionnent 90% du temps. Fait que c'est quand même bien pour eux. Mais dès que ce trio-là est démantelé, là, ça va être terminé pour eux. Ouais. C'est là le trio qui peut gagner une game. Fait que c'est ça qui fait mal un petit peu avec les autres. Là. J'espère quand même l'essence. J'avais aussi noté quand même que cette équipe-là pouvait avoir... moi, je pense qu'il y a un petit peu de place sur l'alignement pour avoir des nouveaux jeunes. Mais j'espère avec Anainen va peut-être pouvoir faire l'alignement cette année. Je ne le connais pas beaucoup, mais c'est ce que j'ai vu. J'ai quand même étudié un petit peu dessus avant le podcast. Puis je trouve que c'est un joueur qui devrait bien cadrer. Il a juste fait 9e l'année passée avec eux autres, mais quand même, c'est un gars qui peut avoir de la place sur la défensive facilement. Sinon, si on y va avec le numéro 5, tu avais mis Montréal. Donc, si on passerait au numéro 4. Boston. Tu as mis Boston numéro 4? Yes, sir. OK. Fait qu'on a vraiment juste flippé ces deux équipes-là. Avais-tu autre chose à rajouter pour les Bruins? Si on passait immédiatement à mon numéro 4. Bon, écoute, moi, le numéro 4, j'ai mis Montréal. Fait que, je ne les ai pas mis hyper haut non plus. Mais du côté du Canadien, honnêtement, je suis un peu mitigé pour leur saison morte. Écoute, c'est triste pour eux parce qu'ils ont eu une des meilleures runs en série depuis 93. Ah oui. Puis ils ont peut-être eu une des pires off-season qui a suivi par la suite. Départ de Dano, départ de Tatar. Ensuite, Weber qui ne jouera pas cette année. La saga de Price avec Seattle. Le choix de Logan Mailloux. La saga de Kotkaniemi. Là, tu as Ilonen qui ne veut pas le vaccin. Fait qu'à cause de ça fait un espoir de moins du Canadien qui pourrait percer l'alignement. Là, parce que je pense que Ilonen aurait pu jouer des matchs cette année dans la LNH. Peut-être pas nécessairement se tailler un poste, mais en cas de blessure, ça aurait probablement été le premier rappelé avec Poehling s'il n'est pas déjà avec le club. Là, il y a ça qui arrive aussi. Honnêtement, je pense que c'est la pire off-season du Canadien depuis un méchant bout. Mais quand même, Marc Bergevin n'a pas chômé. Comme on a mentionné, les ajouts de Hoffman. Hoffman, Tatar, je vois ça un 4,30 pour une pièce. C'est juste que la différence, c'est que Tatar est meilleur à 5 contre 5, puis alors qu'Hoffman, c'est plus un spécialiste de l'avantage numérique. Mais ça tombe bien parce que le Canadien avait un avantage numérique de piste dans les dernières années. Fait que je pense que ça va faire du bien d'avoir un gars comme Hoffman. Non, mais là, l'expression est incroyable. Mais tu sais, imagine, t'as Hoffman, t'as Caulfield, t'as Toffoli, puis t'as Drouin qui va revenir aussi.
sais, tu commences à avoir des éléments dangereux en avantage numérique, mais le problème, c'est que c'est en défensive qu'à part Petrie, il n'y a pas de défenseurs qui peuvent mener cet avantage numérique-là. Peut-être Romanov, c'est une deuxième paire si on lui donne plus de responsabilités. Je pense que c'est un défenseur qui est mobile, capable de bouger la rondelle aussi. Est-ce qu'on va lui donner plus d'occasions cette année? J'espère que oui. Sinon, le départ de Dano va faire très mal, mais je pense que l'arrivée de Dvorak va quand même patcher un petit peu ça, mais jusqu'à quel point, ça, j'ai hâte de voir parce que oui, Dvorak va peut-être être meilleur offensivement que Dano, mais est-ce que Dvorak va être meilleur défensivement que Dano? Ça, j'en doute. Même si c'est un joueur qui est quand même réputé pour être un joueur two-way. Défensivement, la perte de Weber va faire mal, mais en même temps, est-ce qu'un Weber à 80% est si meilleur que ça qu'un Savard à 100%? Je pense que ça va quand même être relativement pareil. Savard, c'est un peu le même défenseur, le robuste, veut bloquer des lancers. Ouais. Puis, il y a quand même une pas pire shot aussi, mais ce sera pas, évidemment, tu ne remplaceras pas le leadership de Weber, ça c'est sûr. Non. Sinon, j'aime par exemple les ajouts qu'on a faits là, pour amener de la profondeur à l'attaque. Comme tu as dit tantôt, les Paquettes, les Perrault, ça ne va pas tout casser. Mais en cas de blessure, je pense que c'est des joueurs qui peuvent dépanner à court terme sur un deuxième, troisième trio sur des blessures à ce niveau-là. Puis je pense que l'ajout majeur du côté du Canadien, encore là, on n'est pas sûr à 100% que ça va se produire, mais on va le souhaiter, c'est un Drouin à 100% en santé, mentalement puis physiquement. Ça, juste ça va être un ajout également très important pour le Canadien. Fait que bref, si je veux résumer ça, je pense que le Canadien va avoir une attaque intéressante. En défensive, je pense qu'encore une fois, le manque de défenseurs qui est capable de bouger la rondelle puis des défenseurs mobiles va peut-être faire mal à l'équipe parce que je trouve que des gars comme Edmondson, Sherrod, Savard, c'est un peu les défenseurs qui sont dans le même moule. Je pense pas que c'est des défenseurs qui vont vraiment se distinguer là, vraiment là, offensivement. Ils vont être bons défensivement, ils vont être robustes, mais ça prend des gars qui vont être capables de faire une bonne première passe, un carrière en avantage numérique. Je pense qu'il y a encore trop de responsabilités sur un gars comme Jeff Petrie présentement, qui est vraiment le seul arrière capable de produire. Et j'espère que le Canadien ne fera pas la même gaffe qu'ils ont fait avec Victor Mété, avec Norlander, puis le Rocher. Parce que là, ça vire fou. Là. Il a connu un match d'un but, une passe au match des recrues, puis là, il est prêt pour la NHL. Mais je te dirais qu'il est très plus sur Goulet présentement. Là. Moi, à Montréal, on en parle beaucoup à la radio, là, mais je pense que c'est plus Goulet qui est. Norlander est très bon offensivement, mais il y a beaucoup de lacunes défensivement. Puis je pense que c'est ça qui va le couler un petit peu pour l'instant. Puis même couler, là, honnêtement, l'an passé, il a manqué la saison quasiment en entier. Il a joué, je pense, 4 matchs dans la WHL. Laissons-lui une autre saison dans la WHL. Il va probablement être le capitaine d'équipe Canada Junior cette année. On va laisser vivre ces expériences-là. Puis après ça, on verra s'il est prêt. Mais moi, je pense qu'un gars qui doit avoir plus de responsabilités cette année, c'est Romanov. Puis qu'on l'assume pleinement. Qu'on ne fasse pas comme qu'on a fait l'an dernier, puis qu'on lui donne un peu de responsabilité. Puis là, une fois que les matchs-là sont trop importants, on l'envoie dans les estrades. Ça, j'ai trouvé ça un petit peu ordinaire. Là. Surtout qu'on a préféré garder un gars comme Gustafsson, qui était monsieur revirement partout ce qui était sur la glace. Puis qu'en plus, il est zéro robuste, il n'amène rien de plus. Puis sa spécialité, c'est l'avantage numérique. Puis il n'était même pas capable de justement faire marcher cet avantage numérique-là. Donc, j'espère qu'on va vraiment assumer cette année, qu'on va donner plus de temps de glace à Romanov. Puis même si ça va moins bien dans son cas, qu'on va le laisser prendre l'expérience puis devenir bon, parce que c'est un défenseur qui a vraiment un potentiel intéressant. Mais c'est sûr que si on fait un peu comme qu'on a fait avec Kotkaniemi puis qu'on le laisse de côté aussitôt que ça ne va pas très bien, ben c'est pas de cette façon-là qu'on réussit à développer des jeunes à ce moment-là. Non, je suis d'accord, mais je pense que Romanov est peut-être plus mature que Kotkaniemi était, puis des autres jeunes défenseurs de l'équipe. Romanov, c'est un gars qui est robuste, capable de jouer contre des hommes, un gars qui est un petit peu plus vieux. C'est un gars qui a joué dans la KHL aussi. C'est pas un. Norlander a joué dans la Ligue de Suède, mais ça reste que c'est pas la Ligue nationale. C'est pas les vrais meilleurs de la Ligue nationale. Puis Romanov l'année passée, je pense que c'est une transition qu'on a voulu faire à Montréal. Mais il faut cette année, il faut sortir de la cage. Il faut vraiment donner plus à ce gars-là, surtout qu'il y a de la place pour lui. Puis effectivement, moi, je pense que Toronto, pas Toronto, Montréal ne perd rien à le faire. C'est juste un ajout normal, selon moi, dans l'équipe. Donc, on va passer maintenant au numéro 3. Je vais te laisser aller en premier. As-tu vu, juste avant qu'on passe pour une autre équipe, as-tu vu Zegras qui t'allait dire que Caulfield marquait 40 buts cette année? Ouais, ça n'arrivera pas. Mais par contre, ça va être une autre chose intéressante à surveiller. Ça va être Caulfield. Moi, je pense qu'il va peut-être en marquer 20, peut-être 25. Ça dépend toujours où on va le placer dans l'alignement parce que oui, on voit beaucoup le voir starter avec le trio de Suzuki sur le premier trio, mais j'ai hâte de voir contre les plus grosses équipes, là, comme les équipes Pittsburgh, mettons, Philadelphie,
des équipes comme Washington. Si on va laisser Caulfield vraiment sur le premier trio ou si on va peut-être descendre un petit peu plus au sein de l'alignement parce que c'est ça que le Canadien a comme heureux problème, c'est qu'ils ont tellement d'alliés qui peuvent juste faire des switches un soir donné puis décider de bon, là, on joue contre une équipe plus pesante, fait qu'on va donner plus de temps de jeu à Anderson plutôt que Caulfield. Fait que, ça, je pense que Ducharme là, va vraiment bénéficier de cette profondeur-là. Donc, mais c'est sûr que Caulfield, il faut qu'il soit sur le premier avantage numérique, comme je te dis. Caulfield d'un bord, Hoffman de l'autre, avec un passeur pour alimenter ces deux gars-là, ça va devenir dangereux. Si le Canadien peut finalement faire marcher cet avantage numérique-là, que ça a été ordinaire depuis des années. Là, on a les outils nécessaires. Ça va être maintenant de retrouver un moyen de les faire fonctionner. Effectivement, je suis d'accord avec toi. Fait que vas-y avec ton numéro 3. J'ai mis Toronto. J'ai mis Toronto en 3 parce que je pense que, oui, c'est bien beau Toronto depuis 2 ou 3 ans. Je pense qu'ils terminent premier dans leur division, mais cette année, ça va être plus difficile, je pense, que l'année passée. J'ai pas haï leur entre-saison. On a perdu, je pense, des gros morceaux. On n'a peut-être pas remplacé avec les meilleurs qu'on était disponibles, mais on a fait ce qu'on pouvait. Est-ce que les Maple Leafs sont meilleurs que l'an passé, selon moi? Pas sûr. Est-ce qu'ils ont perdu plus qu'ils ont allé chercher? Qu'on l'aime pas ou qu'on l'aime, Anderson, je pense qu'il était meilleur que Mrazek. Mrazek n'a rien cassé dans la Ligue nationale, surtout pas avec les Wings. Il a été moyen qu'avec les Hurricanes dans les 3 dernières années, qui est une équipe qui était pas mal meilleure que bien des équipes qu'on a dans la Ligue nationale. Donc, j'ai beaucoup de difficultés. Puis, est-ce que Campbell sera le sauveur? Est-ce que Mrazek sera deuxième gros gardien? En tout cas, je trouve que les Leafs sont très moyens dans le filet. Puis je pense que c'est là le problème des Leafs. Il va falloir aussi créatif défensivement. Là, on n'a fait aucun changement défensivement. Là. On a perdu Zach Bogosian. C'est pas mal tout. Je pense pas que personne peut monter dans l'équipe avec les Marlies. Je pense pas que. En tout cas, moi, je ne voyais pas personne avec les Marlies se faire monter. Donc, si cette équipe-là fait. Bon, peut-être finir quatrième aussi. Je ne serais pas surpris que cette équipe-là glisse peut-être au 4e rang. Mais c'est sûr qu'on parle de l'offensive. C'est sûr que cette équipe-là, c'est offensivement 5-6 joueurs offensifs qui sont très, très bons. Je crois que malheureusement, les Leafs depuis longtemps ne font pas les séries. Font les séries, mais ne passent pas la deuxième étape. Pourquoi? Pas de profondeur, pas de défensive, pas de gardien de but, puis on n'a pas encore ça cette année, selon moi. Écoute, j'ai mis évidemment les Maple Leafs 3e aussi, mais je ne te mentirais pas que j'ai hésité puis mettre même Montréal devant Toronto. Moi aussi. Mais je me suis dit, bon, j'ai déjà mis en avant de Boston. Je pousse peut-être un peu fort, mettre Toronto aussi en arrière de Montréal. Les gens vont dire tellement de bons joueurs dans cette équipe-là. Il est malade, ce gars-là, de mettre Montréal en avant de Toronto. Parce que Toronto, qu'on le veuille ou pas, même si c'est une équipe qui choque souvent en série, en saison régulière, c'est une équipe qui est excellente. Fait que je pense que ça va être encore le cas cette année. Ils vont être capables de se faire une place dans le top 3. Mais je suis d'accord avec les points que tu as mentionnés devant le filet. C'est douteux, je trouve. Le Campbell, oui, il a connu une bonne saison. Mais est-ce qu'il peut répéter ça encore cette année? Je ne sais pas. Puis on va patcher ça avec Peter Mrazek, qui n'est pas plus un gardien fiable non plus. Défensivement, je pense qu'on mise beaucoup sur la progression de Travis Dermott et de Rasmus Sandin. Mais encore là, comme je disais tantôt, miser là-dessus pour espérer que ton équipe progresse, c'est un peu un jeu dangereux. Puis tu disais tantôt, est-ce qu'il y a un gars qui peut monter des Marlies? Peut-être Timothy Liljegren, mais il est souvent blessé. C'est ça mon bug. J'ai pensé, mais il est tout le temps blessé. Souvent blessé. Même s'il perce l'équipe, je ne pense pas que c'est lui qui va faire une énorme différence à ce niveau-là. Il peut peut-être apporter un petit peu plus de profondeur, mais je ne pense pas que ça va être un gars qui va tout casser là, dans la LNH. Offensivement, on perd un gars comme Hyman. Je pense que c'est un élément quand même majeur qu'on a perdu. On a tenté peut-être d'essayer de patcher ce trou avec Nick Ritchie, mais c'est pas le même style de joueur du tout. Ritchie, c'est plus un gars robuste, mais je pense pas qu'il peut amener la touche offensive que Hyman a amené plutôt avec les Leafs. Mais c'est sûr qu'on a encore les Matthews, les Marner, les Tavares, Nylander. Mais même à ça, je trouve qu'après ces grosses têtes d'affiche-là, j'ai aimé l'ajout de Andrei Kase, qui est un joueur offensif, mais qui est souvent blessé lui aussi. Donc, est-ce qu'on va être en mesure là, d'avoir finalement cette production-là offensive du côté de Kase, ou encore une fois, ça va être un gars qui va être tout le temps sur la liste des blessés. Mais tu sais, même encore là, je regarde le bottom six du côté des Leafs, puis c'est pas hyper impressionnant. T'sais, on a Bunting, on a Kampf, on a Mikheyev, on a Simmons qui est encore là, Spezza qui est encore là. Il y a peut-être Nick Robertson qui, on va peut-être lui faire une place dans la formation, mais encore là, est-ce que c'est le gars qui va changer tout au niveau des Leafs? Pas convaincu. Je pense qu'il peut apporter une production intéressante là, si on le place dans des situations comme l'avantage numérique, mais sinon à 5 contre 5, est-ce qu'il va être efficace là, rendu là? Seul le temps va nous le dire.
Mais honnêtement, comme j'ai mentionné, j'ai placé Toronto troisième, mais je ne serais pas surpris que Montréal passe en avant. C'est un petit peu long shot, là, parce qu'évidemment, quand on pense à Toronto, on parle des gros canons, puis Ouais. lorsqu'on compare les gros canons des Leafs à ceux du Canadien, les Leafs remportent ça hands down. Mais le Canadien, au niveau de la profondeur, puis au niveau de la défensive, puis devant le filet, encore une fois, on dirait que j'ai envie de donner le petit crochet vert au CH dans ces trois catégories-là. Encore, ouais. Mais Toronto, c'est dur de les exclure quand tu as un Matthews, un Nylander, un Marner qui sont dans cette formation-là. Fait que c'est pour ça que je les place devant. Mais j'ai hésité. Moi, je vais être bien franc. Ouais, Là, puis t'as raison. Tu as un Kerfoot aussi qui il a bien marché 2 premières saisons. Fait correct depuis 2 ans, c'est pas plus. Puis on a un Mikheyev qui a vraiment surpris la première saison. Il faut qu'il reprenne son élan. Mais comme tu dis, il y a beaucoup d'offensives, mais beaucoup de points d'interrogation. Puis, tu sais, même s'ils vont terminer dans le top 3 ou top 4 dans la saison régulière, ce qui est probablement ce qui va arriver, on ne croira pas en eux autres pour les playoffs non plus. Donc là, c'est un classement de saison régulière. Si je vous dis Toronto rencontre le Canadien après ça, vous allez prendre le Canadien. T'sais, parce que l'équipe est, comme je dis, plus de crochet vert à côté du Canadien pour les séries. Dans la saison régulière, souvent, le Toronto est meilleur. Fait que, moi aussi, c'était difficile de sortir du top 3. Mais pour vrai, ça aurait pu arriver que je change 3, 4, 5, moi aussi, là, facilement. Donc, il reste Tampa Bay et Floride pour les deux équipes. J'imagine qu'on les a placés au même endroit. Je sais pas. Mais je vais te laisser aller avec ton deuxième, voir s'il y a une surprise ou pas. Écoute, j'ai hésité entre ces deux équipes-là. Puis aujourd'hui, j'ai eu la chance d'écouter la radio. Puis il y a beaucoup de monde qui mettait Floride en premier. Puis moi, j'ai mis Tampa en premier. Fait que j'ai mis Floride en deuxième. Pourquoi? Parce que, évidemment, Tampa a gagné 2 coupes cette année de suite. Ils ont quand même perdu gros avec Tyler Johnson de partie, Blake Coleman de partie, Anigo de partie, puis il y a Gaudreau aussi qui est allé signer avec une autre équipe. Donc, on a perdu quand même 4 attaquants. C'est quand même du stock. On va chercher Corey Perry qui va probablement faire la job sur le 4e trio. On va chercher Brian Elliott qui va venir supporter Vasilevski qui est une méchante bonne addition avec cette équipe-là. On va enfin avoir un deuxième solide si jamais Vasilevski se blesse ou a besoin de jouer moins de parties. Mais tout le monde sait que Vasilevski aime jouer 65 games et plus. Est-ce que cette année, il va se faire dire de l'en faire un petit peu moins? J'en doute. Et on est allé chercher Zach Bogosian aussi en défensive, qui est, dans le fond, de Toronto, qui va venir peut-être remplacer ou peut-être solidifier un petit peu le top 6 qu'on a perdu avec Savard. Puis on est allé chercher Bellemare aussi, Pierre-Edouard Bellemare, qui je pense pourrait peut-être remplacer un. Je connais pas Blake Coleman pas mal, mais peut-être remplacer un Blake Coleman. Donc, tu vois, c'est pour ça que moi j'ai mis Floride en deuxième. Écoute, on ne s'obstinera pas parce que moi aussi, je les ai mis au deuxième rang. Mais là, tu as parlé plus du Lightning, par exemple, pour le premier rang. Floride, là. Fait que, écoute, je vais compléter avec le Lightning. Au pire, on ira à l'inverse. Moi, la raison pour laquelle j'ai placé le Lightning au premier rang, oui, ils ont perdu des éléments importants à l'attaque, mais autant tantôt que je disais que les Sabres, c'était un cimetière à espoir, le Lightning, c'est totalement l'inverse. Tu peux prendre un joueur Pee-Wee pour le faire marcher dans la LNH, ça n'a pas de sens. Puis là, je pense que cette année, ça va être des gars comme Alex Barré-Boulay qui va prendre plus de galons, Mathieu Joseph aussi, Ross Colton là, qui a marqué le but qui a permis au Lightning de mettre la main sur la Coupe Stanley. Je pense que c'est un autre joueur qui va également prendre plus de galons. Mais moi, ce que j'aime du côté du Lightning, c'est que on a perdu beaucoup de personnes à l'attaque, mais en défensive, c'est la même chose. Puis c'est une défensive qui est dominante. On a le top 3 encore de Edman, McDonough, Sergachev, qui, honnêtement, c'est un monstre à trois têtes là, du côté du Lightning en défensive. Et un gars comme Eric Chernak, qu'on a découvert un petit peu plus en série, qui a pris plus de galons, qui est vraiment intéressant. Yann Ruta, qui n'est pas mauvais non plus. On est allé rechercher Zach Bogosian, qui va amener une belle profondeur aussi. Puis comme tu as dit, devant le filet, Vasilevski, c'est une valeur sûre. Puis là, on lui donne un backup que, oui, il a 36 ans, Brian Elliott. Mais derrière cette défensive-là, je pense que n'importe quel gardien peut quasiment bien paraître là, à ce moment-là. Donc, je pense que du côté d'Elliott, ça va être un bel ajout du côté de Tampa Bay. Et comme je dis à l'attaque, je ne suis pas inquiet. Le Lightning repêche tellement bien. Il y a d'autres joueurs aussi qui pourraient pousser, là, qui jouent à Syracuse présentement. Ouais. Donc, ça, je ne suis pas trop inquiet pour remplacer les joueurs qu'ils ont perdus. Puis, encore une fois, l'attaque, les éléments majeurs sont toujours là. Les Kucherov, Stamkos, Point, Palat, Chiarelli, Killorn. Ça ne bougera pas de là. Ça va être encore une attaque et un avantage numérique qui va être très intéressant. Fait que, non, même si les Panthers ont fait quand même des bons ajouts cet été, je ne pense pas qu'ils sont encore au niveau du Lightning.
vont leur chauffer le derrière probablement, mais je pense que Tampa Bay va quand même terminer au premier rang. Oui, puis c'est assez impressionnant. On va switcher avec Floride après parce qu'on a inversé, ça va faire exprès, j'ai trop parlé, mais Tampa Bay réussit à avoir une équipe compétitive, un top 6, probablement de feu, probablement un des meilleurs top 6 dans la Ligue nationale, le meilleur défenseur, un des meilleurs gardiens depuis les 3 dernières années, avec une masse salariale pareille qu'ailleurs. Donc, il y a une chimie là-bas qui se fait. Il y a quelque chose qui se passe avec cette organisation-là, qui sont capables de signer des gros joueurs, puis de garder leurs gros joueurs, mais comme on disait tantôt, qui va pouvoir dépasser Tampa? Peut-être dans les séries, ça va être différent. Puis j'aimerais vraiment ça voir Barré Boulet jouer régulièrement avec cette équipe-là. Je pense que peut-être avec le fait que Tyler Johnson est parti, c'est peut-être une place pour lui sur le 3e, 4e trio. Là. Donc, numéro 2, ça nous laisse les Panthers de la Floride pour les deux. Je vais y aller en premier si ça ne te dérange pas. Dans le fond, moi, la seule raison pour laquelle... la seule raison. C'est sûr que oui, je pense que le Lightning, overall, c'est une bonne équipe, mais moi, le gros point d'interrogation que j'ai du côté des Panthers, c'est que oui, on a ajouté des éléments intéressants à l'attaque en Sam Reinhart, que Sam Bennett qui est resté là, depuis qu'il s'est joint aux Panthers, là, a vraiment trouvé sa niche du côté de la Floride. On a Duclair là, qui amène une belle production aussi. On le vit Huberdeau. Je pense qu'à l'attaque, on n'aura pas de trouble. On a des Owen Tippett aussi qui devraient avoir un petit peu plus de temps de glace. Donc, je pense que du côté de l'attaque, on est correct, mais la défensive, on a perdu quand même 2 gros morceaux. En Keith Yandel, qui est un peu le spécialiste d'avantage numérique là-bas, et Strowman, là, qui était plus le spécialiste en défensive. On ne les a pas remplacés. On n'a pas amené rien du côté de la défensive. Là, je regarde la défensive présentement des Panthers. On a Ekblad qui va revenir. Montour, que j'aime bien. Uyghur aussi. Ouais. Mais c'est après ça, il y a Nuti Vara, Forsling Goodis, puis Noah Jolson qui est là. Je trouve que la défensive est top heavy. On a des bons joueurs là, pour les 2 premières paires, mais c'est après ça, les défenseurs 3, 4, 5, 6, c'est plus douteux un peu. J'aurais aimé voir les Panthers ajouter peut-être plus de profondeur en défensive. Et devant le filet, ben là, c'est la saga qu'on va assister tout au long de la saison. Qui va avoir le poste numéro 1? Est-ce que ça va être Spencer Knight? Est-ce que ça va être Bobrovsky? Je pense qu'il y a un point d'interrogation aussi à ce niveau-là. Je pense que Knight va faire la job, mais en venant le cas que Knight a le poste de numéro 1, à quel point que ça va faire un peu de distraction dans la chambre puisque Bobrovsky ne sera pas content. Puis ci, puis ça. Je ne le connais pas personnellement. Bobrovsky, peut-être que c'est un excellent coéquipier et qu'il va vraiment bien prendre ça. Mais en même temps, on ne le sait pas non plus. Peut-être qu'il va vouloir tout défaire dans la chambre puis ça va peut-être affecter également là, un peu les relations là, dans la chambre. Donc, c'est ça qu'il va falloir surveiller également. Fait que, c'est ces petits impondérables-là qui me font en sorte que j'ai mis Tampa Bay en avant. Parce que Tampa Bay, je pense que overall, autant défensivement qu'à l'attaque, c'est une très bonne équipe. Devant le filet, on est vraiment en business. Floride, oui, il y a des bons éléments, mais est-ce que tout va se mettre en place? J'ai hâte de voir ça, mais je pense quand même que Floride là, va terminer en avant de toutes les équipes qu'on a mentionnées auparavant. Mais je pense pas qu'ils vont être au niveau de Tampa Bay, malheureusement, à cause de ces points d'interrogation-là. Ah, c'est un bon point. Puis écoute, tu sais, moi, je suis allé un petit peu plus en profondeur dans le défensif parce que tu disais justement qu'on a des joueurs peut-être qu'on n'est pas trop sûrs en défensive. Je sais pas, je connais pas vraiment comme tu dis, les grands espoirs. Est-ce qu'un Ludwig va pouvoir faire l'alignement? Est-ce que Nutivara va pouvoir faire l'alignement? Je pense qu'il y a des bons jeunes qui s'en viennent aussi. On a Max Gilden, je pense pas qu'il est prêt non plus, par contre. Mais moi, le Forsling aussi, j'ai pas haï Forsling. J'ai checké un petit peu dans l'aide de lui. C'est un joueur, je pense, qui va compléter un top 6 facile. Mais comme tu dis, c'est l'attaque. Il faut que l'attaque tire cette équipe-là cette année. Anthony Duclair qui est re-signé. On a cherché Joe Thornton, probablement parce qu'il veut gagner la Coupe Stanley. Mais c'est un gars qui va donner peut-être un 30, 40, 50 games cette année. Je pense pas qu'il va tout jouer les parties. Puis on a rejeté Sam Reinhart, je pense, qui va en faire avoir une niche offensive avec une niche le fun là-bas au lieu d'avoir les sorts de Buffalo. Là. Donc ça peut être un gars qui peut exploser cette année. Mais comme tu disais, là, je pense pas qu'on a une meilleure équipe que Tampa Bay. Puis la bonne surprise l'année passée, moi j'ai eu, c'est le jeune, je ne sais jamais comment c'est, Carter Verhaeghe, ouais. Donc, ouais, lui, il est sorti de nulle part, honnêtement. 36 points, 43 rencontres, aucun rapport. Donc, écoutez, un ancien troisième ronde, un ancien choix de troisième ronde des Leafs en 2013. Seulement 3 saisons nationales depuis les 3-4 dernières années. Donc, c'est un gars qui est sorti de nulle part l'année passée. Va-tu pouvoir faire la même chose cette année? C'est un joueur que personne ne connaissait. Donc, tu sais, du côté de Floride aussi, on a des joueurs qui poussent en arrière, puis on a beaucoup de relèves. Donc, c'est quand même intéressant d'analyser ces deux équipes-là. La Floride, présentement, a 2 bonnes équipes, 2 équipes qui vont se battre cette année. Puis il était temps aussi qu'il y ait finalement là, 2 équipes en Floride qui. Parce que là, on va pouvoir vraiment sentir. Puis je pense qu'on l'a vu également en série là, dernièrement, là, que la rivalité commençait à augmenter entre les 2 équipes. Puis il était temps parce que, tu sais,
quand Tampa Bay était au top, ben là, tu avais Floride qui était en bas de la cave et qui essayait de se bâtir un club. Fait que, on n'a jamais vraiment assisté à cette rivalité-là entre ces deux équipes-là. Soit que Non. les deux équipes étaient vraiment pas bonnes ou que justement Tampa Bay était au top et que Floride était toujours pas bon. Donc, ça fait en sorte que ça n'a pas fait une grosse rivalité. Mais là, je pense que cette année, ça va être intéressant de suivre ces deux équipes-là, les matchs entre ces deux équipes-là, parce que là, moi, honnêtement, je pense vraiment que ça va être ces deux équipes-là qui vont lutter pour la première place dans l'Atlantique. Donc, ça va être des gros matchs. Fait que, enfin, une rivalité en Floride là, qui va être intéressante à suivre. Est-ce qu'il y avait autre chose que tu voulais ajouter par rapport au classement? Sinon, on va passer au prochain segment. Yes. Yes, fait qu'on va y aller avec le segment sur réception. J'ai 4 questions pour toi. Est-ce qu'il y a des vrais? Yes, sir. Allons-y. Première question. L'an dernier, on assistait à une transaction entre les Jackets et les Jets de Winnipeg, Laine pour Dubois. Malheureusement, pour les deux joueurs, ça n'a pas très bien été avec leur nouvelle équipe pour diverses raisons. Bon, on connaît Laine et Tortorella, ça ne semblait pas cliquer. Et Dubois, avec toute l'histoire de COVID et tout ça, que ce n'était pas évident non plus. Donc, cette année, qui va rebondir le mieux entre ces deux équipes-là? Laine ou Dubois? Mon Dieu Seigneur. Écoute, ça doit être Dubois. Là. Je ne peux pas croire que les Jets vont... c'est tellement un bon joueur. Moi, je pense que l'année est très unidimensionnelle. C'est un gars qui va faire des buts, en faire beaucoup de buts, mais c'est pas un gars qui c'est pas un gars qui va travailler sur la glace. C'est pas un gars qui va revenir en défensive. Je pense que Dubois, ça a été difficile l'année passée, mais je pense que cette année, il va rebondir plus que l'année. Je pense que Dubois a plus de talent, overall, est un meilleur joueur. Surtout un joueur qui peut jouer les deux côtés de la patinoire. C'est un gros gabarit. Je pense que la transition l'année passée s'est faite un peu bizarrement. Mais j'ai pas mal plus. Je pense que les Jets sont pas mal plus gagnants que le Blue Jackets avec l'année. Moi, j'ai dit Laine pour la seule et unique raison que ça va être le catalyseur offensif principal de cette équipe-là parce qu'il y a juste lui là-bas. Fait que, tu sais, ça va faire un petit peu comme l'effet Patrick Kane les dernières années avec les Blackhawks. Chaque fois qu'ils vont avoir un but marqué du côté des Jackets, on va être à peu près 80% sûr que Laine va faire partie de ce but-là, que ce soit une passe ou un but. Ouais. Tandis que Dubois, lui, va plus être sur le deuxième trio, va jouer avec des moins bons alliés, même si les Jets ont quand même pas mal de profondeur à l'attaque. Quand même, ouais. Mais je pense que du côté des Jackets, je vois plus Laine récolter plus de points parce que ça va être lui l'arme principale en avantage numérique, ça va être lui l'arme principale en 5 contre 5, mais honnêtement, j'espère que les deux joueurs vont rebondir et que dans le pire des cas, ils vont juste finir avec le même nombre de points. Ce serait le scénario idéal. Mais je pense qu'avec l'opportunité que Laine va avoir avec un nouveau coach aussi, que selon les dires, il est plus soft un peu que Tortorella, donc ça va peut-être mieux le servir là, à ce niveau-là. Fait que, moi, je pense que ça va être Laine, mais je pense pas que l'écart va être énorme. Je pense pas qu'il va y avoir un joueur qui va récolter 20 points de plus que l'autre. Je pense que ça va être quand même assez serré là, entre les deux. Ah, comme tu dis, ça va dépendre du power play. C'est sûr que Laine va jouer sur le power play. C'est un gars qui marque des buts. Il va facilement faire un 50 buts par année. C'est pas un marchand de passe, par exemple. C'est là que je pense que Pierre Dubois est peut-être un joueur plus complet. Deuxième question, puis on en parlait un petit peu tantôt. Jack Eichel, selon toi, est-ce qu'il est échangé cette saison? Et quand je dis cette saison, c'est jusqu'à la fin de la saison régulière. Je ne compte pas la saison morte qui va suivre, parce que c'est sûrement là que ça va se faire selon moi. Mais est-ce que ça va se faire durant le calendrier 2021-2022? C'est fou, cette saga, pareil. On est rendu à un tel point qu'on se sent mal pour lui, mais en même temps, on veut sortir de là. Écoute, j'en ai mal à la tête à y penser. T'sais. C'est des choses qu'on ne comprend pas. Le cimetière de Buffalo, moi, je pense qu'il va être échangé avant la période de transaction. Là. Je pense qu'en début de saison, s'il ne veut pas jouer pour un lock-out de jeu, je pense que les Sabres n'ont vraiment pas le choix de le magasiner et de l'échanger. Le problème qu'on a avec les Sabres, c'est qu'on demande vraiment beaucoup pour ce joueur-là, ce qui est normal. Mais il n'y a personne qui va aller là, donc c'est difficile. C'est vraiment pas facile, mais moi, je pense qu'il va être échangé avant le début de la saison. Écoute, moi, je pense que ça va se faire la saison morte prochaine parce que non seulement les Sabres demandent cher, mais il s'est toujours pas fait opérer encore. Puis ça, c'est un gros point majeur qu'il faut prendre en considération parce qu'il n'y a aucune équipe qui va accepter de payer ce prix de fou-là sans que, de un, il ait subi son opération tant demandée et que, deux, il s'assure que tout est correct aussi. Et en plus, je pense qu'il attend de faire l'opération, il attend d'être soit signé ou échangé, je pense, c'est ça, hein? C'est que les équipes, dans le fond, ils veulent une garantie qu'une fois qu'il est opéré, parce que ça a l'air que c'est une opération qui ne se fait pas. L'opération que Eichel veut, c'est pas une opération qui s'est déjà faite sur un joueur de hockey. C'est plus des joueurs de la NFL ou d'autres types d'athlètes, mais joueurs de hockey, ça ne s'est jamais produit. Fait que les équipes sont vraiment frileuses par rapport à ça. Fait qu'on dirait qu'ils veulent vraiment que Eichel ait subi l'opération
qu'il y ait la garantie que tout est correct, puis ensuite, ils vont bouger. Mais le problème, c'est que les Sabres n'ont pas l'air plus précis qu'il faut à aller de l'avant pour l'opération. Fait que ça fait juste retarder les choses. Puis moi, honnêtement, je ne serais pas surpris qu'Eichel ne joue même pas de l'année, pour vrai. Fait que, honnêtement, je pense que la transaction va se faire à la prochaine saison morte, là, en juillet prochain ou juin prochain, parce qu'il n'y a aucune équipe qui va se risquer de payer un prix de fou de même sans avoir la garantie qu'Eichel est à 100% et qu'il a le feu vert pour commencer à jouer. Dans le fond, si je check rapidement, là, il y a un année discale. Donc, c'est vraiment ça là, qu'il a eu reçu un coup à la tête contre les Islanders le 7 mars. Donc, une blessure au cou, j'avoue que ça doit être assez stressant comme sorte de blessure. C'est assez touché aussi, effectivement. Puis, tu sais, de ce que j'ai pu comprendre dans cette histoire-là, c'est que comme 2 types d'opérations qui peuvent se faire pour ça, les Sabres prônent un type d'opération, mais Eichel veut l'autre parce que l'autre est comme plus est peut-être plus risqué, mais les chances qu'ils reviennent à 100% sont meilleures et qu'ils soient moins gênés par cette opération-là, mais est plus risqué parce que c'est pas le type d'opération qui se fait sur des joueurs de hockey. Tandis que les Sabres, eux, vont emprunter peut-être la route la plus safe, mais qui pourrait engendrer d'autres problèmes de santé à long terme là, pour Eichel. Donc, c'est pour ça que c'est un peu le conflit qu'il y a entre les deux parties. Puis, honnêtement, c'est pas parti vraiment pour se régler présentement. Fait que j'ai hâte de voir comment ça va se terminer. Mais honnêtement, là, si on m'annonce demain que Eichel ne joue pas de l'année, je serais même pas sûr. Non, c'est sûr que, puis en plus qu'on avance dans le... C'est quand l'entraînement a commencé, la saison commence dans quoi, là? On est rendu le 20 septembre. Non, un mois, moins d'un mois, même dans 3 semaines à peu près que ça commence. C'est ça, 3 semaines. C'est quoi, la première game est quoi, le 8, je pense, ou le 12 cette année? Ouais, dans ces coins-là. Donc, tu sais, ça commence à presser, pas de camp d'entraînement non plus. Donc, non, comme tu dis, je pense qu'on a peut-être plus de chances d'avoir un Eichel en dehors de la saison régulière que jouer absolument. Tu as raison. Prochaine question, c'en a une autre bonne, fait qu'il va falloir que tu y penses pas trop longtemps, mais que tu réussisses à trouver une réponse. C'est une bonne question cette semaine. Ouais, je me suis forcé cette semaine. OK. Si tu avais le choix à prendre un joueur qui est retraité présentement, que tu prends un joueur à son prime qui est retraité présentement puis que tu le places en situation d'aujourd'hui dans la LNH, que tu voudrais revoir jouer, ce serait quel joueur? Je vais te laisser y penser. Je vais te dire avec ma réponse. Ça va peut-être t'inspirer un peu pour ta réponse. Puis, tu sais, honnêtement, on va pas prendre un joueur, évidemment, qui a pris sa retraite genre l'an passé, parce que ce serait un peu triché. Là. Ça serait un peu fou. Tu sais, plus un joueur vraiment dans le passé qu'on aimerait revoir en situation de match aujourd'hui à son prime. Moi, mon choix, c'est Pavel Bure. Je pense qu'un joueur aussi talentueux que ça, dans une ligue nationale qui prend beaucoup plus le talent aujourd'hui que, exemple, la robustesse ou que c'est des gros bonhommes qui frappent. Là, aujourd'hui, c'est vraiment plus misé sur le skills. Puis je pense qu'un joueur comme Pavel Bure serait vraiment fou à voir aller dans la LNH aujourd'hui. C'est plate qu'il y a eu des blessures dans le passé. Sa carrière est plus longue que ça. C'est un de mes joueurs favoris en plus là, que je n'ai pas vu jouer longtemps, malheureusement, parce que je suis quand même un jeune garçon. Mais quand je l'ai vu aller, là, c'était un joueur qui m'a vraiment. C'était un tape à l'œil dans mon cas. Quand je l'ai vu jouer, c'était comme wow, ce joueur-là, il est hyper talentueux. Puis honnêtement, je pensais à ça quand j'écrivais ma question. Puis j'étais comme, imagine, là, tu le vois aller avec un Patrick Kane à ses côtés ou avec un Crosby ou peu importe. Honnêtement, ça serait mon goal pour vrai. Ça serait vraiment là, fou à voir aller. Là. Très bon choix pour vrai. Puis, tu sais, on pense pas souvent à ces joueurs-là parce qu'ils ont eu des grosses carrières puis pas trop longtemps, malheureusement. Là, les blessures aux genoux ont fait mal à Pavel Bure, mais ça a été un joueur de décennies. Là. C'était incroyable de voir ce gars-là patiner à la vitesse, les mains, le skill qu'il avait. C'est sûr qu'on a McDavid aujourd'hui, c'est plus facile plus difficile de comprendre ça, mais c'est vraiment un bon choix. Puis moi, je vais aller, je suis un petit peu... je vais aller avec mes wings, c'est un Lidstrom. J'aimerais savoir ce qu'un Niklas Lidstrom ferait avec, justement, pas ce côté robustesse qu'on a de moins en moins, accrochage, comment est-ce que là pourrait se démarquer, peut-être un petit peu plus. C'est quand même démarqué beaucoup, là. Probablement un petit peu beaucoup. Mais j'aimerais ça voir comment un défenseur offensif aussi bon défensivement ferait dans une nouvelle ligue nationale. Ça fait pas longtemps que j'ai pris la retraite. Mais si je vais plus loin que ça, un Joe Sakic, ce serait peut-être mon deuxième choix. Un Joe Sakic ou un Forsberg là, avec les Nordiques dans le temps, avec l'Avalanche.
des gars qui ont brûlé, mais plus du côté de Forsberg, les blessures, ils ont fait mal. Ouais. Mais Sakic qui joue dans une ère où ce que les gars se battaient, les gars s'accrochaient, les gars se... Ça kick avec plus de liberté sur la glace. Oh mon Out. Dieu Seigneur, ça serait beau à voir. Fait que oui, on a une nouvelle réalité dans le national, dans le fond. On va diverger un petit peu du sujet, mais Ouais, pas grave, on a le temps. c'est beau à voir. Pour un gars comme moi qui a trippé sur Bob Probert dans le temps, puis c'était son héros dans le temps, là, c'est plus ça la Ligue nationale. C'est très jeune, c'est très rapide, c'est des skills, c'est des Puis joueurs qui en mangent. on dirait qu'il n'y a pas de fin non plus. Tu sais, on Pas de pensait fin. qu'avec Crosby, puis Malkin, puis Ovechkin, cette ère-là, on se disait « Wow, ça c'est du talent ». Mais là, non, on réenchérit avec les McKinnon, les McDavid qui sont encore... Dans 10 ans, là, ça va être quelque chose. Là. Ça va être n'importe quoi pour vrai. Là. C'est incroyable. Puis, le sport se renouvelle tout seul. On a toujours eu peur. Je pense que c'est pour ça que la Ligue nationale est un petit peu vieux jeu. Là. C'est qu'on a toujours eu peur de ne pas se renouveler, mais tout se fait tout seul. C'est incroyable. C'est beau à voir. J'ai mon père, moi, qui a 67-68 ans, là, puis qui a connu les gros joueurs de l'époque. Puis, j'ai autant de fun à regarder les McDavid. C'est incroyable à voir. C'est hot. C'est hot qui s'en vient pour eux. Dernière question est plus simple un peu celle-là. Là. Je vais te ménager pour terminer bon, ça. Es-tu plus lancer compte ou les boys? Et tabarouette. Ou aucun des deux, peut-être? Je ne sais pas si tu as regardé les... Pas un gros fan de télé québécoise, mais j'ai écouté les boys. J'ai écouté aussi lancer compte les premières générations, pas les autres après prendre. Les premières de Régent Tremblay. Je te dirais que je suis peut-être plus du genre funné à les boys. Puis je suis pas un gars très drama queen. Là, fait que, tu sais, dans ces comptes, c'était plus du drama. Mais j'ai trouvé que c'est plus le système québécois avec au Québec. Régent Tremblay, on sait tout, c'est un séparatiste, mais c'est un gars qui est très, très franco. Il va vraiment chercher les points faciles. Je pense que c'est 2 très grosses séries. Mais je te dirais que si tu me demandes ce qu'on écoute demain matin, ça va probablement être les boys. C'est plus funné, c'est plus relax, c'est plus. Je sais pas. C'est plus slapshot style. Ben écoute, on ne s'ostinera pas là-dessus. Moi aussi, je suis plus les boys. Lancer compte, là, honnêtement, j'ai acheté quasiment toutes les saisons, mais j'ai encore rien écouté. J'ai jamais écouté les lancers comptes. Ben, j'ai vu un petit peu la première saison qui a passé à prise 2. Mais sinon, ça remonte à loin, effectivement. Ah ouais, ça remonte parce à loin, que moi, j'aime taper les lancers comptes, mais en ayant toutes les saisons. Ouais. Sauf que là, la saison 1 puis 2 sur eBay, c'est pas achetable. C'est genre 200$ quasiment le coffret DVD. C'est tellement rare. Ouais. Fait que j'attends de pouvoir me les claquer un arrière de l'autre avant de tous les écouter. Fait qu'à date, je suis sur le haut de là-dessus. J'ai vu le film par contre. Mais moi aussi, je suis plus dans la vibe, tu sais, les boys, que c'est ligue de garage. Puis, tu sais, c'est tellement des niaiseries. Moi, je suis le genre, justement, qui aime beaucoup l'humour puis qui aime ça niaiser. Puis, je me reconnais plus dans les boys que dans, justement, lancer compte, que c'est plus du drama, des trucs que, oui, on peut peut-être voir des choses qui se passent réellement dans la Ligue nationale, puis tout ça, parce qu'ils se basent un peu là-dessus aussi. Ben oui. Mais moi, je suis plus, justement, de ligue de garage, puis on s'en va dans le bois, puis on snap des Joe Louis sur Fern. Ça, c'est plus mon genre de niaiserie. Fait que, non, oui, c'est sûr. Je suis plus les boys, effectivement, puis les répliques, évidemment, légendaires dans ces films-là. Il y en a plein. Écoute, c'est épique. J'en sors encore une fois de temps en temps pour niaiser. Fait que, non, je suis plus les boys également. Ah, puis tu sais, ceux qui suivent un petit peu la région, Régent Tremblay a vraiment adapté l'ancien compte pour ce qu'était le Canadien et les Nordiques du temps. Là, fait que c'est pas pour rien que Régent Tremblay a fait ça. Fait que c'est plus réel que vraiment les jokes de l'autre. L'autre, c'est une ligue de bière, ligue de garage, des chums ensemble, puis Fern, puis l'autre, puis c'est pas pareil. C'est plus relax. Ben écoute, Stéphane, tu as fait ça avec brio pour cette période-là. Ce pas des questions trop évidentes. Je ne t'ai pas ménagé cette semaine. Fait que j'imagine que tu vas te revenger la semaine prochaine avec des questions. Parce que tu peux y aller. Mais là, tu as vu un peu le range de questions qu'on peut poser. Fait que tu peux t'amuser maintenant avec ce territoire-là. Tu as relancé ces recrues, tu connais ça plus que moi. Vas-y, je vais essayer de faire de mon mieux pour répondre à ces questions-là. Mais sinon, un gros merci encore une fois pour ta participation. Merci beaucoup. Et là, la semaine prochaine, c'est la cerise sur le Sunday, la division métropolitaine. Je pense que je colle malade en fin de semaine, puis je me mets là-dessus parce que on va en avoir pour une couple d'heures à checker ça. Ça sera pas facile. Honnêtement, je pense qu'on va rusher un petit peu. Puis j'ai hâte de voir nos classements parce que j'ai l'impression que ça va être lui qui va différer le plus. Même si c'est toutes des bonnes équipes, je pense qu'on va avoir quelques débats musclés
Ouais, puis à tu la sais, c'est cool, moi, 110%. je garde le décompte, moi, qu'est-ce qu'on a, puis je les sauvegarde. Fait on va checker à la fin de la saison qui avait pas raison, mais qui classait le On mieux, se fera un système de pointage pour voir qui a vu juste puis ça qui serait s'est planté malade. royalement. Ça Puis on serait fera un vraiment épisode, drôle. on va revenir là-dessus, puis on va se dire qu'on était crétins de pas avoir placé cette équipe-là Non, mais ça là-bas. va être, ça va être une bonne récapitulation de voir ce qu'on avait dit qui marcherait a peut-être fonctionné, ce qu'on a dit qui ne marcherait pas n'a pas fonctionné. Fait que, les classements, je pense pas qu'on soit vraiment dans le champ, mais en même temps, c'est une saison de hockey, c'est tellement long, on ne sait pas ce qui va arriver, Deux, les trois blessures blessures, peuvent puis, tout changer, mon cher. c'est débile, c'est débile. Fait que c'est good. Donc, on se retrouve la semaine prochaine, tout le monde, pour la division métropolitaine. Accrochez-vous, ça va être du gros stock. Sinon, Yes. on se dit à la prochaine. À la prochaine, tout le monde. Merci beaucoup. Bye bye.